Okay. Um, let's D'accord, start commençons with par the cette fuite de discussion sur because Signal. the chat Commençons par là, leads car c'est un événement assez extraordinaire. Ce qui est incroyable, c'est plusieurs choses. Premièrement, bien sûr, ils ont utilisé Signal, que même le Pentagone lui-même a officiellement déconseillé, en avertissant ses propres employés de ne pas l'utiliser, car il est vulnérable aux hackers russes. C'est ce que l'annonce du Pentagone disait. Et puis, pendant tout ce temps, ils ont eu une réunion qui était censée être de 17 personnes, mais il y en avait 18. Vous savez, avec une personne en plus, et personne ne l'a remarqué. Je trouve cela assez extraordinaire. C'est Mike Walzer qui l'a fait entrer, et non seulement il n'y a pas réfléchi à deux fois, mais personne d'autre pendant la réunion non plus. Et puis quand tout cela s'est produit, il semble que personne n'était au courant de ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il en écrive lui-même. Donc, tout cela, peut-on dire, est une grave violation de la sécurité, n'est-ce pas? So the whole thing, can we say it's a serious security breach, isn't it? It is a very serious security breach. C'est une violation de sécurité très grave. Je veux dire d'ailleurs, Signal, juste pour dire, était à l'origine un système russe. Donc je ne dis pas que ça signifie que les Russes peuvent simplement casser le cryptage, mais probablement qu'ils ont une bonne compréhension de son fonctionnement. Et il n'est clairement pas sécurisé. C'est un système commercial. Maintenant, il y a environ 2 semaines, il se trouve qu'on m'a fourni une description complète des protocoles de sécurité pour les communications au sein du Kremlin. Ils sont incroyablement détaillés et montrent ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Je vais supposer que les protocoles de sécurité à Zhongnanhai sont au moins aussi stricts. Utiliser quelque chose comme Signal semble absolument bizarre. Tellement bizarre que je commence à me poser des questions. Maintenant, je ne sais pas cela. Ce que je vais dire maintenant, je ne le sais pas avec certitude. Mais c'est mon hypothèse. C'est une supposition, et je veux souligner que ce n'est qu'une supposition. Mais je me demande si cela était aussi négligent que cela en a l'air. Si quelqu'un a pris la décision de divulguer des informations sur cette réunion à Jeffrey Goldberg, utiliser un réseau de communication du gouvernement américain aurait probablement été illégal. Cela aurait certainement été illégal pour Goldberg de le faire. C'est pourquoi ils ont décidé d'utiliser Signal. Et Goldberg, qui est largement supposé avoir des liens avec les services de renseignement israéliens, aurait apparemment été soldat dans les forces de défense israéliennes à un moment donné. Il aurait évidemment un intérêt à savoir ce que faisaient les Américains au Yémen, qui étaient pour et qui étaient contre. Et il était là, essentiellement, pour suivre la discussion de cette manière, afin que Jérusalem puisse être tenue informée. Mais quelqu'un a ensuite réalisé que parce que son nom était mentionné, le fait qu'il était impliqué dans la discussion finirait par être remarqué. Une décision a donc été prise de publier rapidement un article dans The Atlantic à propos de cet incident afin de donner à Goldberg lui-même et à la personne qui a organisé cela une protection du premier amendement. Parce qu'alors, cela devient une histoire médiatique. Le premier amendement dit que vous ne pouvez pas interférer avec ce que fait la presse. Et c'était peut-être vraiment de cela qu'il s'agissait. En d'autres termes, ce n'était pas aussi innocent et simplement de l'incompétence que cela en a l'air. Et qui a fait cela? Je ne sais pas. Mais étant donné que cela vient de Mike Walsh, cela pointe vers quelqu'un au sein du Conseil de sécurité nationale. C'est ma théorie à ce sujet. Mais en mettant cela de côté, je ne peux pas imaginer que si quelque chose comme cela avait été tenté au Kremlin ou à Zhongnanhai, quelqu'un ne l'aurait pas remarqué immédiatement. Ils auraient dit un instant, que faisons-nous en utilisant Signal? Et qui est ce type, Goldberg? Et que fait-il ici? Je pense que vous pouvez donner le genre d'interprétation que je viens de faire, mais cela n'altère pas le fait que cela ressemble à une faille de sécurité extrêmement grave. Cela suggère un gouvernement qui est essentiellement dirigé par des amateurs.
a government that is basically run by amateurs. Yeah, that's what I would Oui, oui, say. c'est ce que je dirais. En Chine, vous savez, bien sûr, beaucoup de gens soulignent qu'ils parlent de Huawei comme d'une menace pour la sécurité nationale, TikTok comme d'une menace pour la sécurité nationale, tout ce qui concerne la Chine comme une menace pour la sécurité nationale. Ici, vous avez la réunion de sécurité au plus haut niveau. Cela devrait être des informations très, très hautement classifiées, et ils en parlaient, et pourtant, vous avez fait cela si décontracté. Alors, qu'est-ce que vous faites, les gars? N'est-ce pas? C'est la partie ironique, je pense. Oui. That's the ironic part of it, I think. You're absolutely right. Mais vous avez tout à fait raison à ce sujet. Et les personnes dans les médias chinois et sur les réseaux sociaux qui le disent ont également tout à fait raison. Les Américains ont une approche complètement imprudente des informations sensibles. Je veux dire, l'Amérique fuit comme une passoire. Nous savons tous que c'est le cas. We all know that it does. Yeah, I think Oui, je pense que Greenwald a souligné que d'une part, beaucoup de choses sont très secrètes, n'est-ce pas? Comme la durée pendant laquelle ils ont gardé les dossiers Kennedy secrets. Même des choses, quand vous les lisez, certaines ne sont vraiment pas si importantes, mais ils les ont gardées secrètes. D'autre part, ils continuent de divulguer des choses que l'on penserait être hautement classifiées, mais ils continuent de le faire pour les raisons qu'ils ont, n'est-ce pas? Il y a donc une contradiction dont le gouvernement américain se comporte en matière d'information de sécurité. Oui. When it's about security information, yeah. Yes, because its approach to information is very Oui, parce que son approche de l'information est très manipulatrice. Je veux dire, ils divulguent ce qu'ils appellent des informations classifiées afin de manipuler essentiellement l'opinion. Et donc, ils jouent ce jeu constant de nous donner des bribes d'informations qu'ils disent obtenues secrètement. Et ensuite, ils ne nous disent pas vraiment grand-chose sur la façon dont elles sont obtenues. Et clairement, ils informent aussi leurs soi-disant amis. Et ce qu'il faut comprendre à propos du gouvernement américain, c'est que ce ne sont pas des amis de la même manière que nous avons, que la Chine a, que la Russie a. C'est juste, vous savez, des gens qui se connaissent. Il y a un soutien ardent pour Israël dans certains endroits. Et Goldberg peut être vu comme un officier du renseignement israélien. Mais cela rend d'autant plus important pour certaines personnes qu'il participe aux discussions. Ainsi, l'Amérique fonctionne d'une manière complètement différente de toute autre capitale, de toute autre grande puissance. C'est assez bizarre. C'est très difficile à comprendre pour les étrangers. Et bien sûr, les absurdités, les incohérences, l'imprudence impliquée, et l'hypocrisie aussi. Je veux dire, vous parlez de Huawei. Je veux dire, ça pue jusqu'au ciel, mais c'est comme ça. Oui, juste pour que vous sachiez, j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps sur la façon dont ils ont démantelé et retiré les stations de base Huawei. Il s'avère que Huawei avait déjà construit entre 5 000 et 6 000 stations de base aux États-Unis lorsque cette interdiction de Huawei a eu lieu. Donc, le gouvernement, je pense que c'était la première administration Trump, donnait de l'argent aux entreprises de télécommunications parce que cela leur coûtait de retirer les stations de base Huawei et elles devaient en construire de nouvelles, n'est-ce pas, madame? Et cet argent s'est rapidement épuisé. Donc, quand je lisais l'article, probablement il y a 6 mois, seulement 300 à 400 stations de base avaient été retirées. Donc moins de 10% des stations de base Huawei, le reste, autant que nous le sachions, est toujours là et en service. Donc ils ne peuvent pas vraiment croire que c'est une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Si c'est l'attitude, c'est ainsi qu'ils mettent en œuvre cette interdiction, n'est-ce pas? Je pense que c'est tout à fait juste. Cela a parfaitement du sens pour moi. Je veux dire, beaucoup de ce qui se passe actuellement en Occident, ce sont juste des politiciens.
des gens qui ont très peu de compréhension de ces choses, qui prennent des décisions, rédigent des ordres, sans vraiment réfléchir très loin ou très longtemps à ce qu'ils font exactement. About what it is exactly that they're doing. Nous avons obtenu quelques informations de cette discussion que je trouve intéressantes. L'une d'elles est que Vance a en quelque sorte protesté un peu, pensant que ce qu'il a dit était bien seulement 3% du transport américain. Vous savez, le fret passe par la mer Rouge. Oui, cela ne nous affecte pas vraiment tant que ça. D'un autre côté, les Européens, 40% de leur fret passe par le canal de Suez. Alors pourquoi faisons-nous cela pour les Européens? Donc, il est contre ce bombardement, n'est-ce pas? Et puis, Pete Hegseth dit, eh bien, nous devons quand même le faire. Et il semble qu'à la fin, ils ont convenu que les Européens doivent payer pour cela ou quelque chose du genre. Quelle est votre opinion à ce sujet? Well, it was a completely Eh bien, c'était une discussion complètement frivole, une décision si importante. On nous dit que le président a déjà pris la décision, mais remarquez qu'il ne participe même pas. Ils se réunissent tous, ils proposent tous, vous savez, des idées spontanées. Personne ne s'assoit vraiment. Je veux dire, cela montre encore une fois à quel point le gouvernement américain est un endroit complètement amateur. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit différent avec n'importe quelle autre administration. Je ne pense pas que les choses étaient plus organisées sous Biden ou Clinton ou Bush ou les deux Bush ou Obama ou n'importe qui. Je veux dire, ce sont juste des décisions prises, sans aucune réelle considération ou sans aucune réflexion appropriée. Vance, qui me semble être la personne la plus intelligente dans la pièce, dit « Je pense que c'est une erreur ». Mais il est très réticent à s'opposer au consensus. Il dit qu'il suivra le consensus. Il avance cet argument selon lequel, vous savez, ce sont les Européens qui en bénéficient, pas nous. Alors pourquoi les laissons-nous profiter de nous gratuitement? Ce qui est un point. Mais ce n'est sûrement pas le point le plus important ou pertinent à propos de tout cela. Je veux dire, encore une fois, je ne peux m'empêcher de penser que les gens à Zhongnanhai et au comité permanent et au politburo et tout le reste et au secrétariat et tout cela lisent et regardent cela. Ils diront, vous savez, est-ce le genre de gouvernement avec lequel nous devons traiter? Je veux dire qu'ils prennent des décisions comme ça, essentiellement en improvisant. Cela doit être très très préoccupant. Vous vous seriez attendu à au moins une semaine de discussions substantielles et détaillées, des responsables militaires convoqués, une véritable discussion appropriée sur la façon dont cela est fait. Mais non, en Amérique, les choses ne se font pas de cette manière, plus maintenant. Oui, c'est un point que certains de mes spectateurs ont également soulevé lorsque j'en discutais avec eux sur la légèreté avec laquelle toute la décision a été prise. Nous parlons de bombarder un autre pays, ce qui est une question de vie ou de mort. Et ils ont ensuite bombardé le Yémen et il y a eu des femmes et des enfants tués. D'accord, donc ils discutaient de vie ou de mort, mais ils ont pris toute l'affaire très à la légère. Exactement. Donc, oui, je suis d'accord. C'est presque effrayant de voir à quel point ils parlent facilement de bombarder un autre pays. Oh, nous n'avons pas besoin d'attendre un mois de plus, ce sera la même chose. Et puis, c'est comme... D'accord, je suis le consensus. Eh oui. Absolument. Et puis des emojis sont utilisés et tout ça. Je veux dire, tout cela est un comportement très inapproprié. Mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit différent avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit très différent à Londres non plus. Juste une seconde. Une autre chose est à quel point ils détestent les Européens, ce qui est intéressant. Voici ce que J.D. Vance a dit. Je déteste simplement renflouer l'Europe à nouveau. Et Pete Hegseth dit, je partage pleinement votre dégoût pour le parasitisme européen. C'est pathétique. Les Européens,
Je veux dire, vous en avez parlé la dernière fois, n'est-ce pas, que Trump pense que les Européens ne sont que des parasites et des assistés, comme ce genre de « il est méprisé aussi », et apparemment son équipe de sécurité nationale pense de la même manière. Les Européens savent-ils comment ils étaient? Vous savez comment les Américains pensent d'eux, vous savez en les méprisant autant. Eh bien, ils le font maintenant, ou du moins ils le font de plus en plus maintenant. Je veux dire, les médias britanniques ont largement couvert cela, et il y a un fort sentiment de choc à ce sujet. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu ce courant de pensée de longue date aux États-Unis, selon lequel, vous savez, les Européens profitent gratuitement des États-Unis. Ce qui n'est jamais reconnu, c'est la mesure dans laquelle l'Europe a sacrifié ses propres intérêts en suivant constamment ce que faisaient les Américains. Si les États européens n'avaient pas été si soumis aux politiques américaines pendant si longtemps, ils auraient pu avoir des politiques complètement différentes concernant le Moyen-Orient, ce qui aurait évité ce type de crise dans la mer Rouge que nous observons. Les Américains sont totalement aveugles à cela, en fait. Oui, les Européens sont faibles et ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Et ils ne peuvent pas vraiment se joindre à ce que font les Américains. Mais en fin de compte, la raison pour laquelle nous avons ces crises n'est pas à cause des Européens, mais à cause des Américains eux-mêmes. Ouais. Et je ne peux m'empêcher de penser par exemple au Danemark. Le Danemark a fait tout ce que les États-Unis voulaient qu'il fasse. Je pense qu'ils font probablement aussi partie du bombardement de Nord Stream, ou du moins qu'ils aident à le dissimuler. Qu'est-ce que le Danemark obtient? En ce moment, ouvertement, Trump veut le Groenland. Imaginez, juste si la Russie disait ça. Vous, Danemark, je veux prendre le Groenland. Quelle réaction allez-vous obtenir, n'est-ce pas? Et ici, vous avez les États-Unis qui disent ouvertement « je veux le Groenland ». Et pourtant, vous savez, le Danemark fait tout cela pour aider les États-Unis. Qu'est-ce que cela apporte au Danemark? Je ne comprends pas. Eh bien, ils n'obtiennent pas grand-chose. Je veux dire, autrefois, disons dans les années 1950, on pouvait soutenir qu'il y avait beaucoup de valeur dans la relation pour l'Europe, du moins pour l'Europe occidentale. Je veux dire, ils étaient protégés du socialisme, dont bien sûr ils s'inquiétaient. Ils ne voulaient pas que le socialisme s'étende à eux. Certainement, la classe moyenne européenne était opposée au socialisme. Donc, les Américains les protégeaient de tout cela. L'Amérique a effectivement organisé un boom économique en Europe dans les années 50 parce qu'elle avait besoin que les Européens soient riches afin qu'ils puissent mieux résister au socialisme et tout cela. Donc à ce moment-là, on pouvait soutenir qu'il y avait un bénéfice mutuel dans la relation. Mais au cours des 15-20 dernières années, remontant peut-être au début des années 2000, il est de plus en plus clair que la relation est devenue complètement déséquilibrée et que les Européens n'en retirent pas grand-chose. On leur demande constamment de sacrifier leurs propres intérêts. Nous avons une crise économique qui s'aggrave en Europe et cela est profondément lié à la relation que nous avons avec les Américains. Les Américains deviennent plus agressifs envers nous et plus prédateurs. Mais nous n'avons plus les institutions politiques qui nous aideraient à résister. Donc je ne pense pas que nous obtenions grand-chose. Je pense que les Américains en ont assez de nous et ne nous aiment pas. Et logiquement, nous devrions l'être aussi. Nous devrions décider de nous tenir sur nos propres pieds, redécouvrir la diplomatie, engager le dialogue avec la Russie, évidemment, car c'est notre voisin, et engager le dialogue avec la Chine, car c'est la puissance économique et technologique montante. Nous pouvions faire toutes ces choses autrefois, lorsque nous étions dirigés par de vrais leaders.
Des personnes comme Charles de Gaulle, par exemple, qui fut le premier leader européen important à établir des relations diplomatiques avec la Chine dans les années 1960. Lorsque nous étions dirigés par des personnes comme cela, nous aurions saisi cette chance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, parce que nous avons des personnes qui ne sont plus des leaders au sens véritable du terme. Nous en avons déjà parlé. Il semble que la guerre froide soit terminée et il semble que l'Europe soit la perdante. En fin de compte, l'Europe est la perdante de la fin de la guerre froide, n'est-ce pas? Oui. Steve Witkoff était également dans cet appel, dans ce chat de groupe. Lorsqu'il discutait, il se trouvait physiquement en Russie. Il a également fait une annonce qui semble être en accord avec la demande des Russes. Maintenant, il a reçu beaucoup de critiques pour cela. Mais vous parliez de la façon dont, à la fin, l'administration américaine cédera à la demande des Russes. Voyons-nous un signe de cela maintenant? Est-ce qu'ils représentent dans l'administration Trump qui vont accepter cela? Oui, je pense qu'ils le sont. Je pense qu'ils vont avancer pas à pas, très prudemment et discrètement, avec beaucoup de fanfaronnade et de grandiloquence, ce que les Américains font toujours. Mais ils reconnaissent que la guerre est perdue. La communauté du renseignement des États-Unis a publié 2 déclarations au cours de la dernière journée, l'une du chef de la Defense Intelligence Agency, l'autre étant leur évaluation majeure des menaces, qui commencent toutes deux à reconnaître que les Russes gagnent la guerre en Ukraine. Donc, étant donné que c'est le cas, et étant donné que les Américains veulent se retirer de cette guerre, ils n'ont finalement pas d'autre choix que d'accepter les exigences russes. Et ils ont eu ces négociations à Riyad lundi. Nous avons eu une journée très confuse et embrouillée hier, avec toutes sortes de comptes rendus publiés par toutes sortes de personnes, les Américains, les Russes, les Ukrainiens. Mais si vous prenez du recul et regardez ce que disent tous les différents comptes rendus, en particulier si vous regardez celui des Américains et le comparez avec celui des Russes, il est absolument clair que les Américains ont essentiellement accepté toutes les demandes que les Russes leur ont faites. Les Russes ont dit, « Eh bien, vous savez, nous entrerons dans l'accord sur les céréales, mais nous voulons un allègement majeur des sanctions. » Ce que les Américains, d'ailleurs, ne sont pas en mesure de donner, car les sanctions en question sont toutes européennes. Mais les Américains ont dit oui. Et aussi, il semble qu'ils envisagent une négociation avec les États-Unis concernant le programme nucléaire iranien. Il y a eu une négociation et un accord pendant l'ère Obama, et c'est Trump qui l'a annulé. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Pourquoi l'Iran devrait-il faire confiance à Trump cette fois-ci? Eh bien, c'est une excellente question. Et les Iraniens se posent exactement cette question. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a prononcé plusieurs discours à ce sujet. Il dit, « Pourquoi devrions-nous faire confiance aux Américains? Comment pouvons-nous faire confiance aux Américains? On nous demande en fait de renégocier le même accord que nous avons négocié en 2015. Et les Américains sont revenus dessus. Comment savons-nous qu'ils ne le referont pas? Je veux dire, c'est un problème majeur. Et c'est un problème auquel chaque pays qui confronte les États-Unis doit faire face, que les Américains accepteront une chose un jour et reviendront dessus le lendemain. Et il n'y a pas de réponse simple à ce problème. Je suis juste curieux. Donc, Trump a annoncé qu'il fermait le département de l'éducation. D'accord? Je suis curieux, comme votre femme est dans le milieu universitaire et que mon mari est dans le milieu universitaire. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Fermer le département de l'éducation. Je veux juste partager avec vous mes propres sentiments.
j'ai des sentiments très mitigés à ce sujet parce que les Ivy League, c'est très clair, beaucoup d'écoles et d'universités privées ont d'énormes dotations. Et pourtant, elles reçoivent encore des financements fédéraux et elles facturent des frais de scolarité élevés à leurs étudiants. Et donc, certaines personnes disent même que les Ivy League ne sont même pas des institutions éducatives, qu'elles sont essentiellement des gestionnaires de fonds et que leur éducation n'est qu'un accessoire. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire cela. Donc, dans ce sens, arrêter tout le financement des Ivy League, je n'ai en fait pas de problème avec ça. D'un autre côté, il y a aussi de bons programmes au sein du département de l'éducation, comme l'aide aux enfants ayant des besoins spéciaux, des choses comme ça. Clairement, si cela est coupé, cela aura un impact sur les étudiants, vous savez, juste mes voisins, des gens comme ça. Quel est votre sentiment à ce sujet? Oui, j'ai exactement les mêmes sentiments que toi. D'ailleurs, je veux dire, garde à l'esprit que ma femme travaille pour une université américaine. Et je veux dire, le sentiment là-bas, et je pense que je ne veux pas en dire trop, mais le sentiment là-bas est que les Ivy League, beaucoup des grandes, sont un mélange de fonds spéculatifs, ce genre de choses de nos jours, et aussi d'institutions de réseautage. Donc, tu sais, les jeunes y vont non pas tant pour l'éducation qu'ils vont recevoir, qui n'est parfois pas mauvaise, mais surtout parce qu'ils rencontrent d'autres jeunes bien connectés, et cela les aide à obtenir de bons emplois dans de bonnes positions. Et cela ne signifie en aucun cas que la meilleure éducation que l'on puisse obtenir vient de ces endroits. Donc je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit à propos des Ivy League. Et on se demande pourquoi Harvard a besoin de financement fédéral. Je veux dire, juste pour dire, c'est une institution incroyablement riche. Elle n'en a vraiment pas besoin. Mais cette abolition complète du département de l'éducation, c'est Gorbatchev encore une fois. C'est le genre de choses dont je me souviens de l'ancienne Union soviétique dans les années 1980, la perestroïka et tout ça. Nous nous débarrassons de choses entières comme ça. Nous n'entrons pas vraiment dans les détails. Nous ne nous demandons pas ce qui va exactement prendre sa place. Nous avançons simplement. Nous créons plus de chaos et plus de désorganisation. Il y a un véritable sentiment, un sentiment général, que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont, ce qui est absolument vrai. Mais il n'y a pas de véritable plan, pas de véritable idée sur la façon de faire avancer les choses. Comme je l'ai dit, c'est très peu systématique. C'est très désorganisé. C'est très chaotique. Cela va créer plus de problèmes que cela n'en résout. Récemment, J.D. Vance a prononcé un discours au sommet du dynamisme américain qui a attiré beaucoup d'attention ici et en Chine. Si vous l'écoutez, il a presque expliqué toutes les politiques de l'administration Trump en quelques paragraphes. Maintenant, le discours est plus long que cela, mais je veux vous le lire. Donc, ce qu'il dit ici, c'est « Nous avons supposé que d'autres nations seraient toujours derrière nous dans la chaîne de valeur. Mais il s'avère qu'à mesure qu'elles s'amélioraient dans le bas de la chaîne de valeur, elles ont également commencé à rattraper le haut de la chaîne. Donc clairement, il parle de la Chine, n'est-ce pas? Nous avons été pressés des deux côtés. Maintenant, c'était la première illusion de la mondialisation. Et puis, il dit, je pense que la deuxième chose est que la main-d'œuvre bon marché est fondamentalement une béquille. Et c'est une béquille qui inhibe l'innovation. Je dirais même que c'est une drogue à laquelle trop d'entreprises américaines sont devenues accros. Maintenant, si vous pouvez fabriquer un produit à moindre coût, il est bien plus facile de le faire plutôt que d'innover. Et la dernière chose, dit-il, que nous délocalisions des usines vers des économies à main-d'œuvre bon marché ou que nous importions de la main-d'œuvre bon marché par notre système d'immigration, la main-d'œuvre bon marché est devenue la drogue des économies occidentales. Maintenant,
Quand vous l'entendez dire cela, cela n'explique-t-il pas assez bien la politique de Trump? Sur cette base, la solution est la solution Trump, des tarifs élevés. Si vous avez déplacé votre production vers des endroits à bas coût, je vous promets des tarifs élevés. Et en même temps, il réprime les immigrants illégaux. En plus de cela, il a également parlé de l'énergie, ce qui est important, et ensuite des choses traditionnelles républicaines, la déréglementation et les réductions d'impôts. Donc, si vous mettez tout cela ensemble, cela vous donne à peu près une idée de ce que Trump fait en ce moment, n'est-ce pas? Quel est votre avis? Pensez-vous qu'il a raison tout d'abord dans son évaluation? Eh bien, c'est une très bonne question en fait. Tout d'abord, je pense que c'est exactement ce que font les partisans de Trump. Je veux dire, fondamentalement, ce à quoi ils se réfèrent, c'est quelque chose qui était autrefois appelé le système américain. Il s'est développé après la guerre civile américaine, à la fin du 19e siècle. Il s'agissait de développer l'industrie américaine et la technologie américaine derrière des barrières protectrices basées sur un fondement de main-d'œuvre bien rémunérée. L'idée était que la main-d'œuvre bien rémunérée stimulerait la productivité et créerait des consommateurs qui achèteraient ensuite les produits que cette économie à haute productivité produisait. Et cela créerait un cercle vertueux qui propulserait la croissance économique américaine. C'était la pensée de la fin du 19e siècle. Et cela a été un succès. Je veux dire, comme c'est souvent le cas avec les partisans de Trump, ils apportent à cela un certain degré de perspicacité. Ils comprennent que s'éloigner de ce modèle a eu un effet néfaste sur les États-Unis. Mais leur compréhension est très incomplète. Tout d'abord, ils comprennent mal la relation des États-Unis avec bon nombre de ces autres pays envers lesquels ils sont si accusateurs. Nous parlons donc du Mexique, par exemple, ou d'autres endroits dans ce qu'on appelle maintenant le Sud global, avec la main-d'œuvre bon marché. Je veux dire, le point était, il faisait partie de ce que l'on pourrait appeler un système d'extraction impériale créé par les États-Unis eux-mêmes. En d'autres termes, ce n'était pas le choix de ces pays, c'était le modèle que les États-Unis leur ont imposé. Et ils l'ont fait parce que pendant un certain temps, cela semblait fonctionner pour les États-Unis. Le second point est que ces personnes ne comprennent pas les véritables avantages du commerce réel. Maintenant, la Chine n'est jamais tombée dans ce piège. Il n'a jamais fait partie du système extractif de la même manière. Il commerce avec les États-Unis. Essayer d'abolir ce commerce ne va pas fonctionner à l'avantage des Américains, car cela méconnaît la relation entre la Chine et les États-Unis. C'est la première chose. La deuxième est que dire que la main-d'œuvre bon marché à l'étranger est en quelque sorte le problème ne résout pas les problèmes sous-jacents aux États-Unis eux-mêmes. Je soutiendrai qu'en fait, les problèmes de déclin technologique et industriel américain remontent bien avant le tournant vers la main-d'œuvre bon marché. Je dirais qu'ils remontent en réalité aux années 1960. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont devenus plus extractifs envers d'autres pays était précisément parce que le système industriel aux États-Unis se dégradait alors que les États-Unis se dirigeaient progressivement vers un système de financiarisation au sein de leur propre économie. Il y a beaucoup de choses ici que je pense ne sont pas clairement comprises, car je ne pense pas que des personnes comme Vance aient une vision globale claire de ce que les États-Unis doivent vraiment être. Maintenant, je devrais dire que lundi, je parlais avec un ami de ma femme, qui est un universitaire ayant été en Chine. C'est en fait une personne qui a étudié le chinois, travaillé en Chine et enseigne sur la Chine, ce qu'on appelle en Occident un sinologue, en d'autres termes, un expert de la Chine. Il est inhabituel d'ailleurs, en ce qu'il aime la Chine et a une admiration immense pour le peuple chinois.
Mais il nous disait, et j'ai commencé à le voir à de nombreux endroits, que la raison pour laquelle la Chine s'est développée est qu'il y a un plan stratégique. Il y a un plan éducatif qui fait partie de ce plan plus vaste. There is an education plan, which is part of that greater plan, and that there are strong planning mechanisms Et qu'il existe de solides mécanismes de planification qui se combinent avec une capacité à mobiliser des ressources. Or, cela n'existe pas aux États-Unis. Vance et les personnes qui l'entourent sont en réalité profondément opposés à ce genre de choses. L'ensemble du développement des États-Unis, depuis le milieu des années 1960, a pris la direction opposée. Pour revenir à ce type de système que Vance aimerait recréer, celui de la fin du 19e siècle, il ne suffirait pas seulement de mettre fin à la dépendance à la main-d'œuvre bon marché à l'étranger. Il faut comprendre pourquoi l'Amérique s'y est engagée en premier lieu, de quoi il s'agissait vraiment, la nature du système sociétal aux États-Unis et pourquoi les entreprises américaines privilégient le profit au détriment du bien-être du peuple américain. C'est en fin de compte la clé de tout le problème actuel. Les gens ont... Il y a beaucoup d'images de son discours en Chine, beaucoup de gens le regardent. En particulier, cette partie où il parle de « nous supposons que les gens au bas de la chaîne d'approvisionnement y resteront ». D'accord, nous sommes le haut de gamme et nous devrions rester là où est le haut de gamme. Et donc, cela fait longtemps qu'on essaie de croire que l'Occident, les États-Unis en particulier, essaient de maintenir la Chine toujours au bas de la chaîne d'approvisionnement. D'accord. Et cela prouve simplement que c'est le plan. Cela a toujours été le plan. Vance le prouve essentiellement, il ne le dit pas. Oui, c'est exactement ce que notre plan est, que la Chine devrait toujours être au bas de la chaîne d'approvisionnement. Vous ne pouvez jamais être une économie innovante. D'accord. Vous ne pouvez jamais monter plus haut. Donc ça prouve que c'est pourquoi cela a attiré autant d'attention, je pense. Oui, c'est tout à fait exact, car c'est exactement l'ordre naturel des choses auxquelles tous les Occidentaux croient. Je dis tous les Occidentaux, parce que c'est vrai. Le nombre de personnes qui réfléchissent à ces choses et comprennent que ce n'est pas ainsi que le monde devrait être structuré est en réalité très faible en pourcentage en Occident. Je pense que c'est quelque chose que les gens en Chine doivent comprendre. Je veux dire, vous trouvez quelques personnes comme moi, par exemple, qui ne pensent pas que cela fait partie de l'ordre naturel de l'humanité. Mais l'Occident est numéro 1 depuis 500 ans et il ne voit aucune raison pour laquelle les choses ne devraient pas rester ainsi. Et absolument, ils veulent que d'autres pays restent en bas. Car pour l'Occident, être soudainement confronté à une situation où d'autres pays les surpassent en prospérité, en entreprise et en leadership technologique et scientifique est déstabilisant. Eh bien, cela, comme je l'ai dit, est absolument horrifiant. Juste avant que nous fassions ce programme, j'ai lu la dernière mise à jour annuelle que la communauté du renseignement des États-Unis a produite sur les diverses menaces auxquelles les États-Unis font face. Et bien sûr, la menace principale vient de la Chine. Et quelle est la menace principale de la Chine? Le fait que l'économie chinoise défie désormais les États-Unis. En d'autres termes, le peuple chinois devient plus riche et la Chine a un leadership technologique. Cela viole l'ordre naturel, du moins la croyance américaine de ce que l'ordre naturel devrait être. Et Vance lui-même, homme intelligent qu'il est, ne peut s'en détacher. Oui, quand je l'écoutais, je me disais, d'accord, c'est bien qu'il parle de béquille, mais a-t-il déjà pensé qu'un tarif lui-même pourrait aussi être une béquille? Vous imposez un tarif élevé pour protéger des choses comme les véhicules électriques. Vous empêchez les véhicules électriques chinois d'entrer, mais ensuite vous réduisez votre propre compétitivité et innovation. Il parle beaucoup d'innovation.
Mais parce que vous avez des tarifs élevés, vous avez empêché les véhicules électriques chinois d'entrer et les entreprises automobiles américaines n'ont aucune raison d'innover. Donc ils ne semblent pas du tout y penser. Je pense aussi que l'Empire américain lui-même peut aussi être une grande béquille parce que les entreprises américaines, chaque fois qu'elles ont des problèmes, se tournent souvent vers le gouvernement. La United Fruit Company, par exemple, est le cas le plus célèbre, n'est-ce pas? United Fruit a rencontré un problème, alors ils ont fait appel à l'armée américaine. Et puis bien sûr, Boeing est un autre exemple. Meta, au lieu d'essayer d'être compétitif et innovant, veut que le gouvernement américain intervienne et interdise TikTok, n'est-ce pas? Et Huawei est le dernier DeepSeek, n'est-ce pas? OpenAI essaye de convaincre le gouvernement américain d'interdire DeepSeek. Je veux dire, tout cela, on peut dire, sont aussi des béquilles qu'il n'a pas du tout abordées, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Je vis à Londres, l'ancienne capitale impériale, celle qui a précédé Washington. Et vous avez absolument raison. Si vous regardez la Grande-Bretagne aujourd'hui, vous voyez les conséquences de l'atrophie impériale tout autour de vous, car c'est ce que nous avons. Je veux dire, nous sommes devenus en Grande-Bretagne très dépendants de notre empire. L'élite en Grande-Bretagne avait des standards de vie très très élevés. Il en était de même pour une grande partie de la classe moyenne. Mais l'économie sous-jacente a décliné autour de nous. Nous avons perdu notre avance industrielle et technologique, et nous avons pu continuer à faire cela pendant des décennies au-delà, parce que nous avions l'Empire pour nous soutenir. L'Empire s'effondre. Ce qui reste est exposé aux réalités de la régression et du déclin. Et c'est ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne. Donc je veux dire, si Vance est sérieux à ce sujet, il devrait dire à ses entreprises, « Eh bien, vous les gars, vous savez, vous devez concurrencer à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Nous n'allons pas simplement venir à la rescousse de manière inconditionnelle. Vous devez trouver un moyen de concurrencer et de vous améliorer en matière d'innovation et autres. Mais on dirait que sa solution est de mettre en place des tarifs élevés. Et il ne blâme que la main-d'œuvre bon marché pour tous les problèmes. Je trouve que c'est une façon très étroite de penser à tout cela. Ce que les États-Unis doivent faire, et ils ont le temps de le faire, mais ils ne vont pas le faire. Ce que les États-Unis doivent faire, c'est mener une enquête approfondie sur leur propre société et leur économie. Une enquête qui examine de manière absolument impitoyable ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils sont. Puis organiser et élaborer un plan d'au moins 10 ans, probablement un plan de 20 ans, sur la façon de redresser la situation. Maintenant, ils ne vont pas le faire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire. D'une part, c'est conceptuellement impossible. Je veux dire, cela défierait beaucoup trop leur propre imagination de faire cela, d'accepter que les États-Unis ne sont pas un succès, mais risquent de devenir un échec. Je veux dire, ce serait pour la société américaine presque trop. De plus, il y a trop de personnes aux États-Unis, trop de personnes puissantes, riches et éloquentes, qui sont investies dans la préservation du système interne. Maintenant, puis-je simplement dire, je pense que c'était en 2015 que la Chine a lancé le programme Made in China pour rechercher le leadership technologique et construire des avancées technologiques. Ce que vous commencez à voir en Occident, il y a un article dans le Daily Telegraph, un journal très anti-chinois, soit dit en passant, par Matthew Lin, qui est un économiste et écrit sur l'économie. Ils ont soudainement compris que ce plan de 10 ans a effectivement fonctionné, que la Chine progresse maintenant réellement dans toutes sortes de domaines technologiques. Cet universitaire que j'ai rencontré lundi m'a dit exactement la même chose, que la Chine a réalisé cette percée technologique extraordinaire au cours des 10 dernières années.
technological breakthrough over the last 10 years. How did it achieve it? Was it done? Comment y est-il parvenu? Cela a-t-il été fait spontanément? Le gouvernement a-t-il croisé les bras et laissé les gens proposer toutes ces innovations par eux-mêmes? Eh bien, dans une certaine mesure, parce que vous ne voulez pas interférer avec tout ce que les gens font. Mais le gouvernement chinois, en collaboration avec la société et l'industrie chinoise, a élaboré ce plan. Et si vous ne le faites pas, ce que vous allez faire va échouer. Vous devez y réfléchir sérieusement, comprendre tous les différents processus, puis déterminer comment cela va être fait. Maintenant, en Chine, ils peuvent le faire. En Russie, aujourd'hui, ils peuvent le faire d'ailleurs. Je veux dire, ils le font de plus en plus. En Amérique, ils ne peuvent pas. Je pense que c'est trop demandé d'espérer qu'ils puissent. Concernant la guerre commerciale, Trump a envoyé un émissaire, le sénateur Steve Daines, qui est sénateur du Montana, et un fervent partisan de Trump depuis longtemps. Il a également vécu en Chine, à ma connaissance, pendant plusieurs années, donc il connaît bien la Chine, et il était récemment à Pékin. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il ait accompli grand-chose à part visiter, se familiariser avec les gens là-bas et, en quelque sorte, commencer. Est-ce aussi votre impression voyage? Eh bien, absolument. Je veux dire, il n'y a pas eu de communication bien réfléchie entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois. Je veux dire, pour une chose, ce gouvernement américain particulier ne peut pas se décider à propos de la Chine. La voit-il comme malveillante? Ce rapport de renseignement que j'ai mentionné a toute une section intitulée « Les activités malignes de la Chine ». Est-ce un ennemi ou un partenaire potentiel? Je veux dire, ils ne peuvent pas se décider. Et tant qu'ils ne le feront pas, comment peuvent-ils développer une politique? Et vous savez, ce sénateur est sans doute un homme charmant et intelligent. Mais est-il vraiment la personne qui comprend la politique? Tous ces problèmes dont nous avons parlé si longuement dans ce programme, j'en doute. Oui, et il semble que les Chinois aient répondu, vous savez, ils ont été gentils avec lui, vous savez, il a pu rencontrer le vice-premier ministre, des hauts fonctionnaires, et ils ont tous été aimables. Mais juste après son départ, Li Qiang, le premier ministre, a signé une loi sur les sanctions anti-étrangères, qui est la réponse de la Chine, en disant que si vous, un individu ou une entreprise, suivez l'ordre de nous sanctionner, notre entreprise et nos intérêts, nous allons vous punir. Et cela semble être un signal assez fort pour les États-Unis, car ce sont les États-Unis qui sanctionnent tout le monde, y compris la Chine. Donc il semble que la Chine soit maintenant presque en train d'abandonner. Vraiment, les États-Unis devraient revenir à la raison pour faire quelque chose de sensé. La Chine passerait simplement à autre chose, avec ce qu'elle juge approprié, pour protéger les intérêts chinois. Cela semble être le message. Ce que fait la Chine, c'est défendre sa souveraineté économique. Ce que quiconque ayant une connaissance, même minime, de l'histoire chinoise et du tempérament du pays saurait qu'elle était destinée à faire. Je veux dire, cette idée que vous pouvez d'une manière ou d'une autre plier la Chine à votre volonté en la menaçant de sanctions est ridicule. C'est totalement faux. Cela va inévitablement provoquer une réponse. Et le fait que les Chinois aient pris cette décision juste après cette visite de ce représentant suggère qu'ils n'ont pas été impressionnés par quoi que ce soit qu'il ait dit. Ils n'ont pas senti qu'il proposait quelque chose de nouveau ou qu'il donnait vraiment aux Chinois une raison de croire que les États-Unis repensaient leur approche et cherchaient la coopération. D'accord. La Turquie. Beaucoup de choses se passent là-bas en Turquie. Erdogan semble être dans une situation très particulière car sur le plan intérieur, il y a beaucoup de manifestations et les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont il a traité son opposant politique, n'est-ce pas?
Et aussi en même temps, en Syrie, le HTS, soutenu par la Turquie, est attaqué à la fois par Israël et par les armées de l'ancien gouvernement. Et j'ai lu ce matin que même le Hezbollah a aidé à attaquer les intérêts du HTS, etc. Donc cela ne peut pas être une bonne situation pour la Turquie. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe et quelle est la situation d'Erdogan maintenant? Oui, je veux dire, ce qu'il faut comprendre à propos d'Erdogan, c'est que sa position, d'une part, semble assez forte, et d'autre part, elle est aussi assez faible. Tout d'abord, il a eu une conversation téléphonique très réussie avec Trump. Apparemment, lui et Trump s'entendent bien, donc cela lui donne un certain degré de réassurance. Il a une relation de longue date avec les Russes. Ce n'est pas une relation facile. Il est très rancunier envers les Russes de toutes sortes de manières. Mais néanmoins, il a cette relation, donc cela le rend d'une part fort. En revanche, l'économie en Turquie est dans un état très fragile. Il y a eu des années d'inflation élevée, très élevée. La monnaie est très instable et le système financier est très instable. The financial system is very unstable. And the great victory in Syria Et la grande victoire en Syrie se transforme en désastre. Parce que, exactement comme nous l'avons discuté dans ces programmes, ce qu'Erdogan découvre, c'est qu'au lieu que la Syrie s'intègre tranquillement et accepte sa position comme une sorte d'État vassal subordonné à la Turquie, elle devient en fait une zone de conflit, avec la Turquie comme l'une des parties, et la Turquie incapable de contrôler la situation en Syrie de la manière qu'il pensait. Il y a un risque réel que l'instabilité croissante en Syrie s'étende également à la Turquie. Alors il fait ce qu'il fait toujours dans cette situation. Il essaye de sécuriser sa position sur le plan intérieur en frappant ses ennemis. Le maire d'Istanbul, Imamoglu, est un politicien populaire. Istanbul est la plus grande ville de Turquie. C'était la base politique qu'Erdogan avait autrefois et à partir de laquelle il a lancé sa candidature pour devenir le leader de la Turquie. Il a donc agi pour essayer de réprimer ce défi potentiel, même s'il pense que d'une part, il peut s'en tirer parce qu'il a tout ce soutien international, mais d'autre part, que la position en dessous de lui devient moins stable et plus fragile. Il a donc pris cette mesure extraordinaire. Cela montre d'ailleurs à quel point il a peu de considération pour la politique, la démocratie et l'état de droit et toutes ces choses. Mais bon, ne nous inquiétons pas trop à ce sujet. Je ne pense pas que quiconque regardant ce programme ou y participant ait eu des doutes à ce sujet. Mais bon, c'est ce qu'Erdogan pense, qu'il doit stabiliser au moins sa propre position tant qu'il le peut encore. Bien sûr, cela a provoqué des manifestations. Il calcule probablement qu'il peut les surmonter. Nous verrons s'il a raison. Une chose que j'ai remarquée depuis que nous parlions du canal de Panama, c'est qu'il y a encore beaucoup de discussions en Chine. En attendant, il se passe quelque chose. Par exemple, le Mexique travaille sur un projet appelé Corridor interocéanique qui relie le golfe du Mexique et la côte Pacifique, n'est-ce pas? Donc, le Mexique travaille là-dessus et cela peut être une alternative au canal de Panama. La Thaïlande explore également et a proposé un canal. Ils ont été intermittents avec cette discussion, soit un canal, soit un pont terrestre à travers l'isthme de Kra, qui pourrait potentiellement contourner le détroit de Malacca. Et bien sûr, le Cambodge entreprend actuellement un grand projet d'infrastructure. Ils construisent un canal techno-Funan, qui peut aider la Chine à ouvrir une nouvelle voie vers l'océan. Au milieu de tout cela, la Chine et la Russie ont intensifié leur coopération pour travailler sur une route maritime du Nord, ce qui en fait le passage maritime le plus court reliant l'Atlantique et le Pacifique à travers l'Arctique. Maintenant, avec tout cela, peut-on dire qu'un système de navigation alternatif est en train de se former? Undoubtedly.
Undoubtedly, and is that surprising? Sans aucun doute. Which is Sans the aucun country doute. that has the most Et est-ce surprenant? insecurity? Quel est le pays qui a le plus d'intérêt à sécuriser la navigation? C'est le pays qui est le plus grand commerçant de produits finis. La Chine est de loin le plus grand commerçant de produits finis. Elle commerce maintenant avec toutes les parties du monde. Elle doit donc créer un système de navigation sécurisé parce que le système créé par les États-Unis est utilisé comme une arme contre elle. Les États-Unis essayent d'exclure la Chine des anciennes routes maritimes qui existaient auparavant. Et les pays qui veulent commercer avec la Chine, les pays qui ont besoin de commercer avec la Chine, le Mexique, la Thaïlande, la Russie, ont un intérêt commun avec la Chine pour faciliter la création de ce système commercial alternatif. Il n'y a aucun doute à ce sujet. The creation of this alternative trading system. There's no doubt about this. Yeah, and in the past, like Suez Canal and Oui, the Panama et Canal, dans le passé, comme le canal de Suez et le canal de Panama, lorsqu'ils ont été construits, c'étaient des projets gigantesques qui nécessitaient un énorme financement et un savoir-faire technologique. Et seul l'Occident avait cela. Je pense qu'aujourd'hui, le changement majeur est que la Chine l'a. La Chine a le financement et le savoir-faire technologique. Donc la Chine peut le faire parce que dans le passé, c'était plus exclusif, n'est-ce pas? L'Occident pouvait le faire. Seul l'Occident pouvait le faire, n'est-ce pas? C'est différent aujourd'hui. only the West could do it, right? It's different today. Well, it's completely different today because China can C'est complètement différent aujourd'hui parce que la Chine peut le faire. Ce n'est pas seulement que l'Occident n'a plus le monopole pour le faire comme autrefois. Il est discutable de savoir si l'Occident peut encore le faire. Je veux dire, bien sûr, les Américains ont construit le canal de Panama, et ils l'ont fait brillamment d'ailleurs, il y a plus de 100 ans. Mais l'Amérique qui a construit le canal de Panama avait des compétences en ingénierie, des ressources et des connaissances sur la façon de construire quelque chose comme le canal de Panama, que vous ne voyez tout simplement pas aujourd'hui. Gardez à l'esprit, il y a seulement quelques mois, il y avait ce quai qui a été créé à Gaza et la mer l'a emporté. Donc un pays qui ne peut pas construire un simple quai, vont-ils construire un rival au canal de Panama ou faire quelque chose de similaire au canal de Panama? Eh bien, je ne pense pas. Panama Canal? Well, I don't think so. And it's not just China have the ability to do it. I think Et ce n'est pas seulement que la Chine a la capacité de le faire. Je pense que les pays regardent aussi ces canaux et ces détroits. Ils sont tous très rentables, n'est-ce pas? Il est lucratif pour un pays d'avoir ces routes commerciales très importantes, n'est-ce pas? Donc ils veulent en faire partie aussi. Ils se disent d'accord, pourquoi ne pourrions-nous pas construire un pont terrestre ou un canal ou autre chose afin que nous puissions aussi gagner de l'argent et entrer dans tout cela? get into the Il y a donc aussi des incitations. thing. So there's incentives as well. Right. There are huge incentives, as I said, more Il y a d'énormes incitations. around Comme je l'ai dit, de plus en plus de pays dans le monde veulent faire partie d'un système commercial qui leur sera profitable. Je veux dire, ils ne font pas cela parce qu'ils ont soudainement des sentiments charitables envers la Chine. Beaucoup d'entre eux ont des sentiments très amicaux envers la Chine. Mais ils le font parce que c'est dans leur intérêt matériel à long terme. C'est tout. long-term material self-interest. That's all. One more thing is there is some update about the chip wars. Une autre chose, il y a une mise à jour sur la guerre des puces, n'est-ce pas? Les guerres des puces, j'ai du mal à suivre car chaque jour, il y a un rapport dans les médias chinois sur des avancées. Donc, la dernière en date concerne Jack Ma. Il s'est retiré. Il a vanté qu'il y a une percée en IA utilisant les puces chinoises. D'accord. Et aussi, ASML apparemment prévoit de construire une usine de réutilisation et de réparation en Chine, ce que je suis sûre que les États-Unis n'apprécient pas. Mais à ce stade, je ne pense vraiment pas qu'il y ait grand-chose que les États-Unis puissent faire pour vraiment arrêter la Chine dans le domaine des puces, n'est-ce pas? Stop China in the chips area, right? The US stopped China in the chips area. I mean, Les États-Unis ont arrêté la Chine dans le domaine des puces. Je veux dire, encore une fois, absolument. Je veux dire,
C'est comme ça que certaines personnes en Amérique pensaient, comment les gens de Biden pensaient. Mais je veux dire, l'ensemble de la situation, encore une fois, a toujours eu pour moi une qualité fantastique. Le pays qui fabrique plus de puces que tous les autres pays de loin ne peut pas fabriquer de puces avancées. Je veux dire, c'est juste stupide. Je veux dire, quiconque comprend l'économie industrielle sait que le plus grand avantage est l'échelle. Je veux dire le fait que la Chine fabrique autant de puces, qu'elle ait tant d'industries, qu'elle ait des chaînes logistiques si avancées. Le fait que ces universités produisent tant de diplômés en STEM, plus, je crois, que l'ensemble de l'Occident collectif réuni d'ailleurs. J'avais une comparaison. Quelqu'un m'a dit, vous savez, qu'en Grande-Bretagne, en gros, nous dépouillons nos universités des diplômes en sciences humaines pour que tout le monde puisse étudier les STEM. Et pourtant, nous produisons 20 000 diplômés en STEM, tandis que la Chine en produit plus d'1/4 chaque année. C'est l'ampleur de la différence. Et l'autre chose, c'est que ce sont des personnes très éduquées, très motivées, bien formées. Vous allez recevoir au moins aussi bonne une éducation en STEM dans une université chinoise que dans n'importe quelle université occidentale. Autrefois, vous savez, les étudiants chinois devaient venir à Cambridge pour apprendre les mathématiques. Tout cela est bien loin dans le passé. Quoi qu'il en soit, pensez que ce pays qui dispose de toutes ces ressources, intellectuelles et humaines, industrielles et logistiques, technologiques, ne peut pas produire de puces avancées est tout simplement stupide. Je veux dire, cela montre juste un échec fondamental à comprendre les réalités économiques de base et d'ailleurs humaines. Eh bien, c'est probablement en partie la raison pour laquelle les États-Unis ne parviennent pas à se décider sur la manière de traiter avec la Chine, car au fond, ils savent que, dans tous les domaines, vaincre la Chine est fondamentalement impossible. Ils le savent, mais ils ne veulent pas simplement, comme pourquoi ne pas simplement rejoindre la Chine, n'est-ce pas? Mais ils ne semblent pas vouloir faire cela non plus, du moins pas pour l'instant. Donc, nous allons voir ce va-et-vient, va-et-vient. Oui, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est une partie du problème que les États-Unis ont maintenant. Vous savez, c'est le problème que les États-Unis ont, c'est le problème que l'Occident a, parce que, comme je l'ai dit, la Chine... Faire toutes ces choses est, comme je l'ai dit précédemment dans le programme, pour les Occidentaux et surtout pour les Américains. Mais dans une certaine mesure, pour tous les Occidentaux, cela viole leur compréhension de ce qu'est l'ordre naturel. Ils sont au sommet. Tout le monde est en dessous d'eux. Peut-être que la Chine n'est pas tout en bas. D'autres personnes, des personnes à la peau plus foncée le sont. Mais néanmoins, elles ne peuvent pas être au même niveau que nous. C'est impossible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Eh bien, un jour, nous devrons l'accepter, car cela va arriver. Et vous savez, ce qui est totalement frustrant, c'est que ce n'est pas un problème. Je veux dire, la civilisation humaine avance. C'est ça l'essentiel. Le fait que la Chine la fasse avancer, c'est formidable. C'est le fait, si que la Chine réalise toutes ces grandes choses, qu'elle fait des percées dans les technologies, qu'elle fait fonctionner correctement les voitures électriques, qu'elle va produire les meilleurs moteurs à réaction et tout cela. C'est bon pour toute l'humanité. Si nous pouvions juste voir cela, nous ne verrions pas la menace là-bas. Nous verrions l'opportunité et nous verrions le bénéfice. Et nous verrions aussi que ce n'est pas seulement une bonne opportunité et bénéfique pour nous. Nous verrions que c'est objectivement bon. C'est l'arrogance. Je veux dire, c'est l'arrogance que, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis et l'Occident ne voient pas que nous sommes égaux. Fondamentalement, je ne pense pas qu'ils réalisent cela. Ils n'acceptent pas le fait que nous sommes tous égaux. Je veux dire, si nous acceptons que nous sommes égaux,
Aux États-Unis, tout le monde devrait être égal. Si vous voyez cela, d'accord, avoir le véhicule électrique chinois, je ne vois pas le problème. Donc, en tant que consommateur, j'aurai une meilleure voiture. Et les fabricants de voitures américains devront rattraper et innover. Ils seront obligés de faire mieux. Je ne vois pas le problème. Mais c'est juste cette idée que tous les véhicules électriques chinois domineront, circuleront dans la rue. Je pense que c'est, pour certaines personnes, tout simplement difficile à imaginer. Ils ne peuvent pas l'accepter. Absolutely. Well, absolutely. I mean, to think that Chrysler Absolument. Eh bien, absolument. Je veux dire, pensez que Chrysler, et vous savez General Motors et BMW et Mercedes et Fiat ne sont plus les principaux fabricants de voitures, qu'on préfère une voiture de BYD à une BMW. C'est encore quelque chose, comme je l'ai dit, que les Occidentaux ne peuvent tout simplement pas comprendre. Westerners just cannot get their heads around. Oui, fondamentalement, c'est un problème. Je le remarque.